J'ai eu ensuite une année de tuilage entre ma dernière année de psychanalyse et la première année où j'ai rencontré le chamanisme dans la tradition amérindienne du Nord. Et ça a été aussi une belle transmission parce que cette personne qui était une personne, donc la psychanalyste, qui n'était pas du tout ouverte, non c'est pas ça, pas du tout ouverte, mais qui ne connaissait pas ces pratiques chamaniques, je lui ai parlé un peu de ce que je faisais et elle m'a dit écoutez, je ne sais pas ce que vous faites avec ce monsieur, mais continuez, ça vous fait du bien. Et le monsieur en question, donc avec qui j'ai commencé ces pratiques chamaniques, m'a dit tu remercieras de ma part ta psychanalyste. Voilà, et c'était beau, c'était joli. Et j'aime bien moi quand il y a des liens comme ça qui se font et qu'il n'y a pas des c'est ça ou ça. Non, ça peut être aussi ça et ça. Je vais commencer par le yoga parce que c'est finalement ce que j'ai rencontré dans ma vie en premier et ce que j'ai enseigné en premier après avoir enseigné dans l'éducation nationale, mais c'est une autre histoire. Donc j'ai d'abord enseigné le hatha yoga et puis j'ai rencontré ce yoga kundalini sur mon chemin. À un moment aussi où je commençais à vivre des expériences et des pratiques chamaniques. Et j'ai trouvé que c'était un yoga d'une grande puissance de transformation. Et c'est ce que finalement on cherche dans les pratiques de développement personnel et de connaissance de soi, c'est bien la transformation. Voilà, c'est un yoga qui est dynamique, rythmé et qui travaille beaucoup sur le mouvement de l'énergie dans le corps, plus que sur la posture parfaite comme je l'avais expérimenté dans le hatha yoga. Et surtout, ce que j'ai vu par rapport aux personnes qui venaient prendre des cours avec moi, c'est que chez ces personnes qui pratiquaient le yoga kundalini depuis même très peu de temps, il pouvait y avoir des changements assez radicaux, assez visibles dans leur vie, positifs, même si ça passe toujours les changements par des bouleversements qui ne sont pas toujours confortables, mais ça fait partie du chemin aussi. Voilà, j'ai donc décidé de plutôt m'intéresser et plutôt enseigner ce yoga kundalini. Et la façon dont je l'ai reçu, dont il m'a été transmis, il y avait aussi de la danse libre, rythmique, méditative, et ça m'a énormément apporté. J'ai donc, au bout d'un moment, décidé de regrouper ça dans mes cours, pratique du yoga et danse libre à un moment dans le cours. Ça pouvait varier. Et c'est extrêmement riche. Moi, je considère que l'être humain a un grand potentiel créatif qu'il utilise rarement. C'est vrai que pour avoir été enseignante dans l'éducation nationale, même avec des petits, je me suis aperçue que c'était pas vraiment quelque chose qui était développé et mis en valeur, même je dirais bien au contraire. Donc ça a été tellement riche pour moi au niveau personnel que je ne pouvais pas ne pas le transmettre. Voilà pourquoi j'allie la pratique du yoga, la danse, et parfois aussi, parce que ça aussi, ça, de plus en plus sur mon chemin, ça participe à une ouverture, le travail de la voix. Et quand je dis danse et voix, c'est pas j'apprends une technique, c'est pas j'apprends un chant, c'est je me permets à un moment, puisque le yoga est une pratique énergétique, de me laisser traverser par l'énergie et de laisser s'exprimer ma danse et de laisser s'exprimer mon chant. Alors je peux faire ça seul, mais quand je le pratique dans un groupe et que tout le monde exprime son chant, sa danse, et que des liens se font entre les gens en plus, ben, il se passe quelque chose d'extraordinaire, de magique. Et pour moi aussi, c'est ça le sens de la méditation, c'est-à-dire vivre quelque chose dans la présence, dans l'instant. Alors le yoga Kundalini travaille sur l'inconscient. Ce que je trouve très riche dans ce yoga, mais même dans toute pratique corporelle, c'est justement que tout est pris en compte. Beaucoup de gens qui sont sur une démarche spirituelle visent peut-être un état spirituel un peu coupé du corps et de la matière. Et ça me paraît pas très cohérent. On est ici incarné sur cette terre pour faire quelque chose avec ce corps qui nous a été donné.
Et voilà. Et donc, dans ce yoga, c'est une pratique où on relie le haut et le bas, où on relie l'inconscient et le conscient, où on laisse s'exprimer les contenus de l'inconscient, on va les chercher dans les chakras, dans les centres énergétiques inférieurs, euh, pour finalement les amener, les utiliser pour que la conscience s'ouvre. Donc la conscience, elle se situe plus dans les chakras supérieurs, particulièrement ici, où se trouve notre maître intérieur, celui qu'on appelle le gourou. Et en ce sens, c'est en fait une voie de réconciliation. Très souvent, ce que je constate, c'est que chez nous, les gens peuvent vivre en bas avec des pulsions, un instinct, ou en haut avec des aspirations très spirituelles. Mais faire le lien entre les deux, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce que je trouve riche. Et c'est ce que le yoga Kundalini peut apporter. Donc il peut aussi, pour certaines personnes qui sont coupées de leur désir profond, de leur instinct, de leur pulsion, qui ont renfermé des colères, par exemple, il peut libérer des choses, voilà. Mais il les libère progressivement avec une technique qui permet de canaliser l'énergie, donc qui évite que ça parte dans tous les sens. Et en ce sens aussi, c'est révélateur et guérisseur. Alors quant à la danse et à la voix, c'est tout simplement permettre à chacun d'aller chercher qui il est réellement, avec sa sensibilité propre, sa créativité propre. Et ça, moi je considère aujourd'hui que c'est un aboutissement dans la vie. Si chacun peut arriver à danser sa danse, à chanter son chant, et ça peut être à chaque moment de la vie finalement, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais j'ai aussi tout un cheminement personnel dont j'ai fait des expériences par rapport à ça. Alors je pense que dans notre inconscient, déjà il y a cette fameuse Kundalini, cette énergie que les Indiens décrivent comme un serpent endormi, enroulé à la base de la colonne vertébrale. Donc c'est une énergie créatrice, c'est une énergie d'une très grande puissance qui nous permet aussi d'être créateurs de notre vie. Et il y a aussi certains aspects de notre vie qui ont été refoulés parce que difficilement viables et acceptables. Des choses qu'on a tous vécues, plus ou moins, quand on est petit. Ça peut commencer dans l'utérus, ça peut commencer après à la naissance, et puis se prolonger dans la petite enfance, et au-delà. Et après, on peut aussi considérer qu'il peut y avoir des mémoires beaucoup plus anciennes, et des mémoires aussi de nos lignées, de nos ancêtres. Voilà, donc on porte toutes ces choses, des fois des secrets, et des fois des choses qui ont été difficiles à vivre, et qu'on a gardées là, enfermées à l'intérieur de nous, parce que pas supportables. Et c'est en ce sens où la personnalité, ce qu'on appelle l'ego, et sur lequel on a jeté beaucoup, qu'on a cherché plutôt dans certaines voies à exterminer et à mettre de côté, c'est en ce sens où l'ego est salvateur, parce que l'enfant arrive justement à grandir, parce qu'il se construit cette personnalité qui va être une protection, une armure, et que justement tout ce travail de développement personnel va consister à petit à petit accepter de lâcher cette armure parce que j'ai plus 3 ans, parce que voilà, ce traumatisme, maintenant je peux peut-être le regarder en face, ces difficultés, et c'est ça en fait, c'est tout ce contenu inconscient, c'est créer des situations, alors avec d'autres techniques encore, d'autres moyens, d'autres outils, pour accepter à un moment de se réouvrir, et de réouvrir notamment le cœur, qui, quand on est petit, on arrive avec comme ça, grand ouvert, et puis c'est pas toujours simple dans la société dans laquelle on vit, dans le milieu familial dans lequel on grandit. Et puis il y a aussi, il peut y avoir dans cet inconscient des grosses colères, dues justement à des expériences, des grosses tristesses. Souvent d'ailleurs derrière les colères, c'est des grosses tristesses, et qui ne sont pas exprimées parce que c'est pas bien, parce que c'est pas gentil de se mettre en colère, par exemple. Donc tout ça,
C'est ce qu'on appelle aussi l'ombre. C'est ce que, en psychologie, notamment Jung, qui s'est beaucoup intéressé à ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup porté dans ses lectures. Et voilà, alors justement, sur le chemin spirituel, il arrive souvent que la grande quête, ce soit la lumière, et que l'ombre, on préfère pas y toucher, pas aller voir. Or, je pense que c'est tout le contraire qu'il faut faire, c'est justement aller plonger dans cette ombre. C'est pas facile, ça demande du courage. Aller plonger juste pour y amener de la lumière finalement, pour éclairer tous ces contenus-là et pouvoir les ramener à la conscience, les conscientiser, les illuminer. Et moi, je suis beaucoup enseignée par la nature. Je propose d'autres activités, on en parlera tout à l'heure, dans la nature. Et je l'observe beaucoup, elle m'apprend beaucoup. Et c'est une image qui est très simple et qui a déjà été utilisée. Mais par exemple, l'arbre qui va plonger ses racines profondément dans l'obscurité de la terre, dans la fraîcheur de la terre, dans la nuit de la terre. C'est ce qui lui permet de pouvoir pousser très haut et puis de s'ouvrir à la lumière et de se connecter à cet espace très grand au-dessus de lui, le cosmos. Et je pense que c'est notre chemin, parce qu'on est ça aussi. Alors c'est vrai que ça, le chamanisme, c'est quelque chose que j'ai rencontré un peu plus tard. J'aimerais revenir quand même sur quelque chose qui me revient là maintenant par rapport à mon cheminement, parce que quand j'ai rencontré le yoga sur mon chemin, c'était un moment de ma vie où j'étais très coupée de mes désirs, de mes émotions. Et en fait, j'ai fait complètement fausse route au début. C'est-à-dire, le yoga m'a servi finalement à renforcer le contrôle que j'avais sur moi. Et évidemment, l'image du yogi parfait, sans émotion, sans désir, me correspondait tout à fait. Je me disais, super, j'y suis déjà. Et c'est à travers la psychologie, comme on a parlé juste avant de Jung, c'est vraiment à travers un parcours psychologique, une psychanalyse, une introspection, que j'ai pu revivre l'expérience de la pratique yogique différemment. Voilà. Et parce que c'est quelque chose aussi qui nous accompagne beaucoup en Occident, le contrôle sur les choses. Et tout à l'heure, on a parlé de la danse, de la voix, du yoga Kundalini. J'utilise beaucoup aussi le rythme. Le yoga Kundalini peut nous amener dans des états de semi-trance. Et c'est vraiment des états qui permettent justement de lâcher le contrôle. C'est un point important, c'est pour ça que j'y suis revenue. Voilà, et puis dans mon cheminement, il y a eu ça. Alors je suis retournée au yoga différemment. Et là, j'ai rencontré, par hasard, entre guillemets, dans ma vie, le chamanisme, qui jusqu'à présent m'avait paru être tout à fait un autre monde. C'était pas mon monde. J'avais lu des choses là-dessus, j'étais fascinée quelque part. Mais pour moi, c'était pas pour nous, ici. Voilà. Et j'ai rencontré un homme qui proposait des cérémonies amérindiennes Lakota, dans la tradition Lakota, donc les Sioux, qui étaient, ça existe de plus en plus maintenant en France, des huttes de sudation, qu'on appelle cérémonie de l'Inipi. Et voilà, j'ai beaucoup expérimenté ces huttes de sudation. J'ai aussi personnellement fait ce qu'on appelle des quêtes de vision. Ça fait partie aussi de la tradition Lakota. Donc un isolement dans la nature, sans boire, sans manger pendant 4 jours. Et ça m'a aussi beaucoup apporté. Ça a été énorme pour moi. Ça a été la fin de ce travail psychanalytique et l'entrée sur quelque chose d'autre. Et cet homme, il avait la particularité d'être en même temps psychothérapeute transpersonnel. Et c'est ce qui, à mon goût, enrichissait vraiment ce qu'il nous proposait. C'est-à-dire qu'on faisait des huttes de sudation, certes, mais on faisait aussi des cercles de parole qui étaient de la psychothérapie de groupe. Et ça a été très puissant, pour moi, vraiment très puissant. Donc j'ai pas su tout de suite que c'était ce que j'allais faire après. Voilà, je l'ai suivi pendant plusieurs années, j'ai approfondi.
je pense que pour moi, ça aurait été difficile de commencer par la psychothérapie de groupe parce que je trouve que c'est très impliquant, le regard des autres. Mais en même temps, c'est ce que je vois maintenant à chaque fois que je propose ça. C'est extrêmement riche, rapide, parce qu'il y a des jeux de miroirs. Et puis, ça ouvre aussi il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans ces cérémonies, que moi j'appelle un mantra, dans ces cérémonies Lakota, qui est Mitakuye Oyasin, qui veut dire « nous sommes tous reliés ». Donc j'avais déjà ce sens du sacré, même à travers le travail de psychanalyse personnelle, mais j'ai découvert là un autre sens du sacré, qui prend en compte pas seulement mes frères, mes sœurs, humains, mais aussi les animaux, la nature, les pierres, voilà. Et ce lien qui existe aussi avec les éléments. Tous les éléments sont très présents dans cette cérémonie de l'Inipi, qui veut dire cérémonie de retour à la vie. Ce qui suppose que, quelque part, nous sommes souvent dans un état de survie plus que de vie, vraiment. Voilà, et que cette cérémonie va nous amener petit à petit à reconnecter avec l'intensité de la vie, avec un grand V. Alors cette cérémonie, c'est en substance, parce qu'on pourrait en parler longtemps, c'est en fait reproduire l'acte créateur primordial. Alors il y a un feu, l'élément feu à l'extérieur qui va chauffer des pierres, et puis on construit avec des branches et des couvertures une hutte qui va être le ventre de la terre-mère. Et à l'intérieur de cette hutte, il y a un trou dans lequel les pierres incandescentes, chaudes, sont amenées. Et la personne qui guide la cérémonie, qui verse l'eau, en l'occurrence ce que je fais à présent, donc fait fermer la porte, l'ouvrir 4 fois, selon les 4 directions. C'est tout a son importance en fait. Ce chiffre 4, c'est important, ça aussi, ça nous incarne. Le 4, c'est vraiment... oui, c'est une cérémonie spirituelle, mais on est là dans la terre, avec le feu qui participe, l'eau également, et l'air. Tous les éléments sont là pour nous amener finalement à nous rencontrer. C'est ce que je dis aux gens qui viennent la première fois. Je leur dis, voilà, le plus grand risque que vous avez en venant dans cette hutte, c'est de vous rencontrer. Parce que parfois, les conditions sont pas faciles. Ça peut être un moment de pur bonheur et de bénédiction totale, de lien entre les gens, puisqu'il y a des chants, il y a du tambour. Mais ça peut être aussi des moments difficiles, des traversées, qui pour moi sont des guérisons, où la chaleur, la promiscuité des autres, parce que parfois on est serré, s'il y a beaucoup de gens, va inviter les personnes qui sont là à laisser tomber cette armure dont je parlais tout à l'heure, ces personnalités qui se sont construites pour survivre et puis pour avoir une image face aux autres, et ils vont finalement se révéler et se montrer tels qu'ils sont, vulnérables, tout nus. On n'est pas complètement nus, mais presque, pour finalement renaître au moment où on sort de cette hutte comme au premier jour. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la façon dont moi j'ai dont j'ai vécu ces rituels, quand j'ai rencontré ce chaman, ça avait un aspect très psychologique du fait qu'il faisait des cercles de parole qui étaient de la psychothérapie de groupe. Et comme tout à l'heure pour le yoga Kundalini avec la danse, je l'ai reçu comme ça m'a beaucoup apporté. Donc moi j'ai beaucoup de mal maintenant à concevoir une hutte de sudation. Bien sûr que ça a sa valeur évidemment. Uniquement dans ce rituel où on rentre, on y passe 3-4 heures et on ressort. Je le conçois avec ces cercles de parole. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire des huttes de sudation avec moi font d'abord un cercle de parole avant, où il y a déjà une présentation, où les gens posent leur intention, où aussi un lien énergétique se crée dans le groupe, ce fameux Mitakuye Oyasin dont je parlais tout à l'heure. Et puis le lendemain de la cérémonie, il y a un autre cercle de parole qui est aussi, à mon sens, très thérapeutique, où les gens prolongent leur expérience. Il y a parfois des choses qui n'ont pas pu être dites ou exprimées, des émotions,
dans la hutte, et où là, il va se passer des choses du fait que les gens se font des effets miroirs, assez étonnants parfois. Et voilà. Et par les retours que les gens me font, je constate qu'il y a aussi des transformations qui se font assez rapidement dans la vie des gens. Moi, je considère aussi que dans cette cérémonie, bien sûr, c'est moi qui l'accompagne. Les gens sont là, mais qu'il y a une dimension qui me dépasse. Voilà. Et en ce sens, c'est un peu comme ça que je considère d'ailleurs l'acte chamanique. C'est-à-dire, je vais être là. Je sais ce que j'ai à faire quand je dois le faire. Et des fois, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça se passe. Et c'est là quand ça doit être là. Et pour qu'il se passe vraiment, pour qu'il y ait autant de résultats, de changements, de guérisons, voilà, je considère que c'est bien au-delà de ce que je suis. En tout cas, c'est cette fameuse énergie qui me traverse. Eh ben, je pense que la force guérissante la plus puissante, c'est l'amour. Euh, Très souvent, on parlait tout à l'heure de l'inconscient et de l'ombre, ces aspects que j'ai relégués dans mon obscurité, dans mon inconscient. C'est parce que je ne peux pas les aimer, parce qu'ils n'ont pas été aimés par des gens qui m'entouraient, qui projetaient sur moi autre chose, qui voulaient voir autre chose que ce que je suis réellement. Donc il faut à un moment pouvoir poser un regard d'amour sur ces parties-là. Je pense que je peux arriver à aimer tout chez l'autre seulement si j'ai réussi à tout aimer chez moi. Et je pense que c'est la voie du thérapeute. Et c'est ce que, en tout cas, j'aspire à faire, à être. Et c'est ce que j'invite les gens qui viennent me voir aussi à vivre, cet amour de soi. Aime ton prochain comme toi-même. J'ai tendance, moi, à rien séparer. Voilà, donc il n'y a pas l'esprit, la matière, y a tout. Et dans cette hutte, tout est là, tout est présent. Les éléments sont là. Ce qu'on appelle les esprits du lieu, c'est-à-dire, pour l'avoir expérimenté, je suis intimement persuadée qu'on vit dans différentes dimensions, mais qu'on n'a pas accès, en tout cas, selon les personnes, on ne les voit pas forcément toutes. Mais voilà, il y a des dimensions qui existent et il y a aussi des liens. S'il y a des liens sur le plan horizontal, il y en a aussi dans ce plan-là, vertical. Et je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne vivent plus dans ce monde matériel, qui sont là dans cette cérémonie, qui accompagnent chaque participant. Et c'est un tout. C'est une grande participation, une grande guérison collective. Alors j'ai organisé des cercles de femmes. Actuellement, ce que je fais plutôt quand je travaille dans Lyon, donc dans la nature, c'est des huttes de femmes, des huttes de sudation uniquement de femmes. Quelquefois, c'est des week-ends de femmes, donc où en plus de la hutte, de ce rituel, il y a aussi une pratique plus créative, de danse, de voix, aussi de yoga. Il peut y avoir aussi une pratique corporelle, en tout cas, pour se préparer. Et puis, voilà, plein de choses qui ne peuvent se passer que quand on est réunis entre femmes. C'est un peu, il y a un travail qui se fait dans une yourte. C'est déjà un peu comme si on était dans un utérus bien protégé entre nous. Et puis aussi, après, il y a ce travail dans la hutte. Et c'est vrai que quand l'énergie existe uniquement avec des femmes, c'est pas la même que lorsqu'il y a des hommes et des femmes. C'est un autre travail. Il y a des choses qui sortent, qui s'expriment, qui seraient plus difficiles à exprimer devant des hommes, même des hommes bienveillants.
Oui, c'est important de se retrouver entre femmes, j'ai envie de dire même entre sœurs, parce que pendant très longtemps, enfin dans notre histoire, les femmes et au-delà de la femme, il y a le féminin aussi. Mais là, évidemment, puisque c'est des cercles de femmes, je vais parler des femmes. Et ça existe encore un peu partout dans le monde, n'ont pas pu prendre vraiment leur place, n'ont pas pu s'exprimer, n'ont pas pu prendre leur pouvoir de femme, qui est un pouvoir d'amour, mais il y a beaucoup de puissance dans l'amour. Et je crois qu'on arrive à un moment de notre histoire où c'est nécessaire, où c'est attendu que la femme se mette debout en toute bienveillance, avec tout l'amour qui est à l'intérieur d'elle. La femme, elle a quelque chose de particulier du fait que dans son corps, elle est capable de donner la vie. Donc c'est en quelque sorte, elle donne sa vie pour que la vie se perpétue. Donc c'est aussi quelque chose de particulier. Donc oui, je pense que c'est important que la femme aujourd'hui, que les femmes se rassemblent, aussi pour créer ce lien de sororité, parce que il y a eu beaucoup de rivalité entre les femmes, peut-être du fait de cette relation à l'homme, de chercher dans l'homme un regard d'approbation, un regard d'amour qu'elle n'avait du mal à développer avec elle-même. Et du coup, oui, il y a eu beaucoup de rivalité comme ça entre les femmes, et pouvoir se retrouver, se rassembler, échanger, et puis se rendre compte que finalement, on partage les mêmes souffrances, on partage les mêmes, on a les mêmes larmes, les mêmes rires, la même vulnérabilité, la même force, la même douceur, la même fragilité. Je pense que c'est vraiment très enrichissant aussi de pouvoir s'appuyer les unes sur les autres, se soutenir, et puis retrouver ce pouvoir du féminin en nous. Plus facile quand on est plusieurs. Et bien évidemment, ça n'a rien à voir, c'est pas contre les hommes, pas du tout. Voilà, je pense que c'est nécessaire, de même que je pense qu'il serait certainement nécessaire à l'heure actuelle, et ça existe d'ailleurs, que les hommes se rassemblent aussi pour parler ensemble de leur histoire d'homme, pour mieux se retrouver après. C'est ça l'idée. Ah oui, oui, bien sûr, parce que ça a été un moment important pour moi, cette rencontre-là. Donc c'est venu après, après cette forme de chamanisme Lakota. D'ailleurs, je tiens à préciser que je l'ai reçu dans cette tradition Lakota. C'est une tradition pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de gratitude. C'est quand même des gens qui ont pu nous ramener ces cérémonies. Je pense qui existaient chez nous également, il y a longtemps, mais qui ont disparu, qui ont été occultées, peut-être interdites, je ne sais pas. Et donc, grâce à ces peuples, on a pu retrouver ces cérémonies. Mais voilà, il y a certaines choses que j'ai conservées, les points cardinaux, il y a des couleurs aussi, il y a des chants. Je chante toujours un ou deux ou trois chants Lakota pour honorer voilà, cette tradition, ce peuple. Mais par ailleurs, je ne suis pas Lakota, en tout cas dans cette vie-là, et j'ai ouvert aussi à d'autres traditions. Il peut y avoir dans la hutte des chants hébreux, il peut y avoir des mantras, il peut y avoir aussi des improvisations. Et quand on me demande finalement la voix sur laquelle je suis, pour moi, c'est la voix du cœur. Ce qui vibre à ce niveau-là peut s'exprimer. Voilà. Donc j'ai rencontré ensuite le chamanisme péruvien à travers cette plante dont on parle beaucoup, l'ayahuasca. J'ai rencontré donc quelqu'un qui était allé au Pérou, ça a résonné là aussi, et qui m'a parlé de ces plantes qui modifient les états de conscience. C'est quelque chose aussi qui m'avait toujours interpellée, mais qui me faisait très peur. Et là, j'ai ressenti un appel immédiat. Donc j'y suis allée et j'ai travaillé avec deux personnes qui n'étaient pas des Péruviens, ni des Péruviennes. Et une fois encore, qui pour moi avaient l'intérêt à la fois d'être vraiment en lien étroit avec cette médecine,
et en même temps qu'il y avait une connaissance de la psychologie occidentale, et ça me paraît aussi assez essentiel. Donc j'y suis allée beaucoup, de nombreuses années, et ça a été pour moi, premier voyage que j'ai fait là-bas, ça a été un basculement, une ouverture. Il y a des gens qui sont très en haut et qui ont du mal à s'incarner, à descendre sur Terre. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de très... je dirais pas cartésienne parce que j'ai toujours eu des aspirations spirituelles, ça c'est sûr, mais assez dans le contrôle, peur de toutes ces multidimensions. Et je dis pas que j'en ai plus peur d'ailleurs, parce que c'est sans fin. Mais en même temps, c'est quand même une expérience extraordinaire de découvrir que je suis plus que ce que je crois que je suis. Ce qu'il y a autour de moi, bah, c'est qu'une toute petite partie de ce qui vit. Et puis ça, ce qui est magnifique, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas seulement le chamanisme qui dit ça, c'est la science aussi, la physique quantique aussi en parle. Donc voilà, mais là, c'est l'expérimenter. Avec ces descentes dont on parlait tout à l'heure dans les obscurités, dans l'ombre, parce que c'est une plante qui est très exigeante, l'ayahuasca. Mais voilà, plus je vais descendre dans cette obscurité, et plus je vais pouvoir recevoir de la lumière. Ma lumière, la lumière. Voilà, donc c'est pas... faut pas croire que c'est un chemin facile. C'est pas un film en 3 dimensions, enfin en multidimensions, et je m'installe et je regarde. Non, non, ça va très très loin. Là aussi, il faut du courage, il faut de la persévérance, et il faut surtout avoir une motivation très profonde de bien vouloir regarder, tout voir, pour tout aimer. Parce que finalement, c'est ça le but. C'est d'aimer tout ce que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à transformer. Mais si au départ, je rejette des parties de moi-même, ça va être difficile de transformer. C'est aussi, voilà, c'est à travers ce que je propose à mes groupes, c'est ça aussi qui est très important et que j'essaye de transmettre. C'est d'aller vers l'amour de soi. Parce que sinon, on est toujours en train de le quêter chez les autres. Bien sûr, on est des humains et c'est bon de partager cet amour. Mais si je suis tout le temps en train de rechercher ce que j'ai pas à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est bancal. Je considère que c'est une étape de ma vie très importante. C'est pas toujours compris. Beaucoup de gens à qui j'en parle me disent c'est intellectuel. Moi, pour l'avoir vécu, je dirais pas du tout. C'est pas du tout intellectuel. Alors après, comme tout ce qu'on fait, ça dépend aussi de la personne avec qui on le fait. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, je fais ça avec une vieille dame très sage et très aimante. Moi, j'ai rencontré ça en fait. Donc j'en avais déjà parlé. J'ai commencé à pratiquer le hatha yoga. Et puis dans ce parcours, je pratiquais un hatha yoga qui était assez exigeant physiquement. Et, euh, et moi, je travaillais un petit peu en force à l'époque, et ça renforçait encore cet aspect de ma personnalité. Et bon, et je me suis fait assez mal d'ailleurs. J'ai souvent eu des tendinites, des choses comme ça. Mais bon, je persévérais. En même temps, il y avait quelque chose qui se passait par en dessous, de toute manière, énergétiquement, et qui était bon, hein, qui était intéressant. Mais il y avait quand même ce contrôle-là qui était maintenu. Et puis, bah, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que j'ai perdu mon père, voilà, brutalement. Euh, et ça a réveillé un autre deuil qui était celui de ma mère quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là, bah, je me suis effondrée, en fait. J'arrivais plus à lever un bras. Et j'ai dû demander de l'aide, ce qui était très difficile pour moi, parce que je m'étais vraiment forgé une personnalité bien, bien solide, avec une bonne armure. Et voilà, j'ai demandé de l'aide. Alors autour de moi, j'ai demandé quelqu'un qui pourrait m'accompagner comme ça, 2, 3 séances, juste pour m'aider pour ce passage.
Et puis j'y suis restée 9 ans. Voilà. Et donc très rapidement, il s'est passé quelque chose très vite, c'est que j'ai beaucoup pleuré. Voilà, c'est pour ça que quand les gens me disent, moi je pleurais plus, et là j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, j'ai reconnecté ma fragilité, ma sensibilité, ma vulnérabilité, des choses que j'avais complètement mis au placard. Et je me suis sentie, c'est en ça que quand on dit que que ces expériences-là n'ont rien de spirituel, moi je dis non. Je me suis sentie appartenir à la grande famille des humains, à nouveau, alors que c'était pas le cas. Et à partir de là, donc ça c'est ce que j'expliquais auparavant, ma relation au yoga a vraiment changé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert et c'est devenu beaucoup plus intéressant. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses par rapport à la pratique du yoga en Occident et aux pratiquants que j'ai croisés sur mon chemin. Voilà, et je suis restée, j'ai gardé beaucoup de gratitude pour ces années-là. J'ai eu ensuite une année de tuilage entre ma dernière année de psychanalyse et la première année où j'ai rencontré le chamanisme dans la tradition amérindienne du Nord. Et ça a été aussi une belle transmission parce que cette personne qui était une personne, donc la psychanalyste, qui n'était pas du tout ouverte, non c'est pas ça, pas du tout ouverte, mais qui ne connaissait pas ces pratiques chamaniques, je lui ai parlé un peu de ce que je faisais et elle m'a dit écoutez, je ne sais pas ce que vous faites avec ce monsieur, mais continuez, ça vous fait du bien. Et le monsieur en question, donc avec qui j'ai commencé ces pratiques chamaniques, m'a dit tu remercieras de ma part ta psychanalyste. Voilà, et c'était beau, c'était joli. Et j'aime bien moi quand il y a des liens comme ça qui se font et qu'il n'y a pas des c'est ça ou ça. Non, ça peut être aussi ça et ça. Et cette personne, ce chaman avec qui j'ai fait ces pratiques, le premier que j'ai rencontré, disait, et j'ai envie de le dire parce que je trouve que c'était enfin, je leur dis souvent en fait, parce que je trouve que c'est intéressant. Il disait un travail chamanique sans travail psychologique, c'est comme de la crème chantilly sur de la merde. Voilà. Le dénominateur commun, ben, je crois qu'il y en a un déjà, c'est que ça passe par le corps. Voilà, c'est la transformation, c'est pas une compréhension intellectuelle, donc ça doit toucher les cellules, les atomes du corps. Et en ce sens, tout ce que je propose, ça passe par le corps. C'est pas toujours facile sur le chemin parce qu'il peut y avoir des prises de conscience. Ça, c'est autre chose qu'une compréhension intellectuelle, des prises de conscience assez immédiates. Mais le corps, c'est de la matière, c'est dense et c'est toujours un peu plus long à se transformer. Voilà. Mais c'est, en tout cas, sur mon chemin à moi, c'est essentiel que ça passe par le corps. Sinon, autre dénominateur commun, c'est la recherche du soi, de qui je suis. Après, il y a des tas de techniques et des tas de voix, et tant mieux, parce qu'on est tous différents. Mais... Et puis, quand même, quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est la créativité. Voilà, c'est pour ça que la voix, la danse, et puis la nature, le lien à la nature. C'est pour ça que je m'efforce aussi de plus en plus de me rapprocher, de travailler en dehors de Paris, parce que c'est très inspirant, la nature. Et je pense que si beaucoup de gens vont pas bien dans les villes, c'est parce qu'il y a ils sont coupés de la terre. Ils ont oublié que la terre était notre mère, qu'on est tous ses enfants. D'ailleurs, je me dis que ça aussi, c'est un dénominateur commun. Parce qu'on a été élevés dans des religions où on nous parle de Dieu le Père et où Dieu la Mère a été mis de côté. Et pourtant, c'est très important, cette terre. Comme le corps, le corps, c'est notre terre. Hein, donc, tout ça se rejoint.
ça c'est une grande question. Euh, Bon, c'est pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai reçu comme enseignement quand j'étais petite, que je suis allée un peu au catéchisme, tout ça. Ça veut pas dire que je renie voilà, tous ces enseignements et toutes ces religions, mais bon, moi c'était. Il y a quelque chose en tout cas où j'étais pas nourrie. Voilà. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire simplement, c'est que je considère que pour moi, Dieu, bah, il est un peu partout, que quelque part, tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qu'on voit pas, parce que c'est beaucoup plus vaste, c'est juste un déploiement de ce qu'on appelle Dieu et qui est une énergie de création, d'amour, et que finalement, vous, moi, lui, elle, nous sommes tous des, des parties, des atomes, voilà, de cette énergie primordiale, et que finalement, chacun de nous est l'outil avec lequel Dieu, le divin, ou on peut l'appeler comme on voudra, le grand esprit, le grand mystère, va s'amuser, va expérimenter, va se découvrir, et que mes mains, bah, c'est ses mains, que je suis son corps, et que quand je danse, je suis sa danse, et que si je chante, je suis son chant. Et la même chose pour chacun et chacune de nous, avec chacun et chacune une particularité à laisser éclore et à partager. Et c'est ça qui est beau, je me dis que c'est finalement ce qu'on a à faire ici-bas. Ben, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est une coupure entre le haut et le bas, des difficultés à être, euh, pour certains, des difficultés à être en contact avec leur instinct, le côté animal, parce que, euh, parce que c'est pas bien, c'est sale, entre guillemets, voilà. Donc une déconnexion de cette partie-là. La Kundalini, c'est quand même l'énergie vitale, c'est l'énergie sexuelle. Et si on ne veut pas la regarder, si on la met de côté, bah, il ne va rien se passer. C'est aussi... après, on fait ce qu'on veut avec. On peut aussi voilà, l'utiliser pour ouvrir la conscience, pour ouvrir le cœur, mais aussi on a des désirs humains, donc les expérimenter, les vivre. Et, euh, et puis pour d'autres personnes, bah, ils vont être déconnectés justement de cette multidimensionnalité, cette divinité qui est en nous. Et donc souvent, bah, il peut y avoir l'un, l'autre, des fois les deux, mais c'est pas relié. Donc ce lien souvent manque. Euh, Beaucoup de gens, et ça je le vois à travers la danse, mais c'est magnifique de voir comme ça évolue, comme ça peut évoluer vite, sont bloqués dans leurs mouvements, n'osent pas. Il y a ça. Euh, alors la voix, j'en parle même pas. Enfin si j'en parle, c'est la voix, c'est encore plus, ça expose vraiment d'oser chanter. Donc c'est extrêmement intéressant aussi de voir là toutes les fermetures, tous les blocages qu'il peut y avoir. C'est pour ça que c'est jamais très agréable au début un chemin de conscience parce que c'est toujours d'abord bah, réaliser ces blocages-là, s'en rendre compte. C'est pas très confortable, mais il faut passer par là pour aller au-delà. Voilà. Oui, et puis les gens ont beaucoup perdu le sens du sacré. Même si je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment une... peut-être parce qu'on vit dans une vie où il y a des impasses, alors les gens sont à nouveau peut-être dans une quête de quelque chose d'autre. Bah,
Au niveau, en tout cas, de la danse, de la voix, par exemple, oui, moi j'ai vu des gens arriver et s'autoriser à peine à bouger, et maintenant être extrêmement créatifs dans leurs mouvements et lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle dans la danse, ça veut dire lâcher le contrôle, une certaine forme de contrôle dans sa vie. Ça ne veut pas dire se laisser porter sur le courant comme une feuille morte. Ça veut dire être dans son bateau et profiter du courant et voilà, et se guider pour que ça soit plus fluide, plus efficace. Et donc il y a ça, oui. Et puis aussi, dans les huttes de sudation, par exemple, les gens qui, dans l'espace d'un instant, se révèlent à travers des phrases, des mots, des larmes, et puis ça c'est jamais anodin. Il peut y avoir des réactions après de la personnalité et de l'ego qui craint cette ouverture qu'il y a eu, mais ça laisse des traces, ça laisse une mémoire en tout cas. Donc après, il peut y avoir des expériences comme ça très fortes et il faut un certain temps pour les intégrer. Mais oui, j'en ai vu beaucoup. Après, voilà, le chemin s'arrête jamais. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'aimer le chemin. Moi, j'ai toujours pensé, même très jeune, que la seule façon de changer les choses, c'était de se changer soi-même. Mais voilà, je suis toujours d'accord avec moi là-dessus. Je suis pas la seule à le dire. Mais oui, je crois que ça passe par là. Après, bon, c'est vrai que moi, c'est la voie que j'ai choisie. Je vois autour de moi des tas d'initiatives dans le concret, au niveau des éco-villages, des choses. Je pense à un homme comme Pierre Rabhi, devant qui vraiment je m'incline. Voilà, je trouve ça magnifique aussi. Donc il faut de tout. Mais je pense que Pierre Rabhi est un homme qui est beau à l'intérieur, qui s'est pas contenté d'agir sur l'extérieur. C'était déjà quelqu'un qui était sur un chemin de transformation, ou en tout cas la transformation est faite. Mais c'est tout ça. Hein. J'ai de l'espoir, on peut toujours regarder les deux aspects d'une médaille. Si on regarde les côtés sombres de notre planète, c'est pas réjouissant et c'est même désespérant. Et voilà, sans être dans l'ignorance, j'essaye de cultiver plutôt toutes ces belles initiatives et ce que je vois de beau chez chaque humain, que je croise, que je rencontre. Parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Toujours cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Gobinde Mukande Udare Apare Hariyang Hariyang Nirname Akame Gobinde Mukande Udare Apare Hariyang Hariyang Nirname Akame
mukande udare apare Hariam Kariam Nirname Akame Gobinde 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 mukande udare